Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure littéraire extraordinaire, une course contre la montre qui a captivé des générations de lecteurs. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Installez-vous confortablement. On part sur les traces du gentleman le plus ponctuel et le plus audacieux de la littérature. Tout commence à Londres, en 1872. Imaginez un homme, Phileas Fogg. C'est un gentleman anglais, richissime, énigmatique, et surtout d'une ponctualité maniaque. Sa vie est réglée comme une horloge suisse. Chaque jour, même geste, mêmes horaires, même lieu. Il déjeune au Reform Club, son cercle très select, lit le journal, joue au whist et rentre chez lui à heure fixe. Personne ne sait rien de lui, ni d'où vient sa fortune, ni s'il a une famille ou des amis. C'est un mystère sur pattes. Un jour, au Reform Club, une conversation s'engage sur un article du Morning Chronicle. Un nouveau tronçon de chemin de fer en Inde vient d'ouvrir et le journal affirme qu'il est désormais possible de faire le tour complet de la Terre en seulement 80 jours. Vous imaginez le choc pour l'époque. Les compagnons de jeu de Fogg sont sceptiques. Impossible, s'exclament-ils. Les retards, les tempêtes, les imprévus, un tel voyage est une folie. Mais pour Phileas Fogg, si c'est écrit, c'est possible. Froidement, il déclare « Je parie 20 000 livres que je ferai le tour du monde en 80 jours ou moins. » 20 000 livres, c'est la moitié de sa fortune, une somme astronomique pour l'époque. Le pari est accepté. Fogg doit être de retour dans ce même salon du Reform Club le samedi 21 décembre 1872 à 20h45 précise, ni une minute de plus. Et c'est là que notre histoire décolle. Le soir même, sans plus de préparation qu'un sac de voyage contenant quelques chemises et une grosse liasse de billets, Phileas Fogg quitte Londres. Il est accompagné de son tout nouvel employé, un Français au nom savoureux, Jean Passepartout. Passepartout, c'est tout le contraire de Fogg. Il est bavard, agile, un peu naïf, et il cherchait justement un maître tranquille pour enfin mener une vie paisible. Le pauvre ne pouvait pas plus mal tomber. Il se retrouve embarqué dans cette folle épopée sans même avoir eu le temps de défaire ses valises. Leur itinéraire est tracé. Londres, Suez, Bombay, Calcutta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York et enfin, retour à Londres. Un véritable marathon planétaire qui va les confronter à tous les moyens de transport de l'époque. Le train à vapeur, le paquebot et même le dos d'éléphant. Mais l'aventure ne serait pas complète sans un antagoniste. Quelques jours avant le départ de Fogg, la Banque d'Angleterre a été dévalisée par un voleur qui ressemble étrangement à Phileas Fogg. L'inspecteur Fix de Scotland Yard est persuadé d'avoir trouvé son coupable. Pour lui, ce pari n'est qu'une ruse pour échapper à la justice. Fix va donc se lancer à la poursuite de Fogg à travers le monde, lui mettant des bâtons dans les roues à chaque étape. Il tente de l'arrêter, de le retarder, mais sans mandat d'arrêt valable sur le sol britannique, il ne peut que le suivre, rongeant son frein. Le voyage commence. De Londres à Suez, en passant par Paris et Turin, tout se déroule comme prévu. Fogg, imperturbable, consulte son carnet et note scrupuleusement ses dépenses et son emploi du temps. Arrivé en Inde, premier gros imprévu. Il découvre que le chemin de fer entre Bombay et Calcutta n'est pas terminé. Il manque un tronçon de 50 miles. Qu'à cela ne tienne. Fogg, sans perdre son sang-froid, achète un éléphant nommé Cuny pour traverser la jungle. C'est au cours de cette traversée qu'ils vont vivre l'un des moments les plus mémorables du roman. Ils tombent quand même sur une procession funéraire. Une jeune femme, Aouda, veuve d'un raja, va être brûlée vive aux côtés de son défunt mari selon une coutume barbare, le sati. Phileas Fogg, malgré son urgence, ne peut laisser faire une telle chose. Son humanité prend le dessus sur sa course contre la montre. Grâce à une ruse audacieuse de l'agile Passepartout, qui se fait passer pour le Raja ressuscité, ils parviennent à sauver la jeune femme. Aouda, reconnaissante et désormais en danger dans son propre pays, se joint à eux pour le reste du voyage. Ils arrivent à Calcutta avec du retard, mais réussissent à prendre le bateau pour Hong Kong juste à temps. C'est là que l'inspecteur Fix entre de nouveau en scène. Il réussit à enivrer le pauvre Passepartout et à le droguer pour qu'il rate le départ du paquebot pour Yokohama. Fix espère ainsi retenir Fogg à Hong Kong, le temps de recevoir son mandat d'arrêt. Mais Fogg, découvrant que le navire est parti sans son domestique, ne se décourage pas. Il affrète une petite goélette pour rejoindre Shanghai et attraper le grand paquebot transpacifique. Contre toute attente,
Il y retrouve Passepartout, qui avait réussi à embarquer sur le navire pour Yokohama par ses propres moyens. La traversée du Pacifique est mouvementée, mais ils arrivent enfin en Amérique, à San Francisco. C'est le Far West. Ils embarquent dans le train transcontinental. Le voyage est semé d'embûches. Un troupeau de bisons bloque la voie pendant des heures, un pont suspendu menace de s'effondrer, et pour couronner le tout, le train est attaqué par des Sioux. Pendant l'attaque, Passepartout est fait prisonnier. Une fois de plus, Fogg n'hésite pas. Il stoppe le train et, avec l'aide de quelques soldats, part à la recherche de son fidèle serviteur. Il risque tout, le pari, sa fortune, pour sauver un ami. Car oui, au fil de l'aventure, un lien profond s'est tissé entre le maître et le valet. Ils finissent battant par retrouver Passepartout, mais ils ont raté le train et le bateau pour l'Angleterre. Tout semble perdu, mais Fogg a plus d'un tour dans son sac. Il trouve un moyen de transport pour le moins original, un traîneau à voile. Ils glissent sur les plaines enneigées du Nebraska jusqu'à Omaha, puis prennent un train pour New York. Malheureusement, ils arrivent trop tard. Le paquebot pour Liverpool est parti depuis 45 minutes. C'est le coup de grâce. Le pari est perdu. Aouda est dévasté pour lui. Passepartout se sent coupable. Mais Fogg reste calme. Il trouve un navire marchand, le Henrietta, qui se dirige vers Bordeaux. Il en soudoie l'équipage, prend le commandement et met le cap, non pas sur Bordeaux, mais sur Liverpool, à toute vapeur. Le problème, c'est que le charbon vient à manquer. La solution de Fogg, il rachète le navire à son capitaine et commence à brûler toutes les parties en bois du bateau pour alimenter la chaudière. Ils arrivent enfin à Liverpool. Victoire. Mais à peine a-t-il posé le pied sur le sol britannique que l'inspecteur Fix, qui a enfin reçu son mandat, l'arrête. Phileas Fogg est jeté en prison. Le véritable voleur vient d'être arrêté quelques jours plus tôt, mais l'information arrive trop tard. Fogg est libéré, mais il a raté le train pour Londres. Il a perdu. Il rentre chez lui, ruiné, mais serein. Il a sauvé Aouda, il a gagné l'amitié de Passepartout. C'est à ce moment-là, dans la défaite, que la belle Aouda lui avoue son amour et lui demande de l'épouser. Phileas Fogg, pour la première fois, laisse paraître une émotion. Il accepte et son visage s'illumine. Il envoie Passepartout chercher un révérend pour le lendemain. Et c'est là que se produit le coup de théâtre final, le plus génial de tous. En allant chez le révérend, Passepartout découvre qu'ils ne sont pas dimanche, mais samedi. En voyageant vers l'est, en allant à la rencontre du soleil, ils ont gagné un jour entier. Fogg a oublié de prendre en compte le changement de fuseaux horaires. Il leur reste quelques minutes. Passepartout court prévenir son maître. Fogg saute dans un cab, fonce au Reform Club, bouscule tout le monde et franchit la porte du salon à la dernière seconde, à 20h24 et 57 secondes. Il a gagné son pari. Au final, Phileas Fogg a dépensé presque toute sa fortune en voyage, mais il a gagné bien plus. L'amour d'Aouda et l'amitié de Passepartout. Il a prouvé que ce qui rend un voyage inoubliable, ce ne sont pas les horaires respectés, mais les imprévus, les rencontres et les liens que l'on tisse. Le gentleman maniaque est devenu un homme heureux. Voilà pour cette histoire incroyable. Le tour du monde en 80 jours est bien plus qu'un roman d'aventure. C'est une célébration de l'ingéniosité humaine, du progrès technique, mais surtout de l'importance des relations humaines. J'espère que ce voyage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations littéraires. Dites-moi en commentaire quel autre grand classique vous aimeriez que l'on décortique ensemble. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure